Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Poisson Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente l'énorme jeu Nemesis, un jeu qui a été édité en 2018 par Awaken Realms après une énorme campagne Kickstarter. C'est un jeu qui a été traduit en français par Funforge et il est distribué en français au Québec par nos amis de Hello Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Adam Kwapinski qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 90 à 180 minutes. Le but du jeu sera de survivre à bord du Nemesis, qui est un vaisseau spatial, et d'accomplir son objectif secret de victoire. Donc chaque joueur va avoir son propre objectif caché. C'est donc un jeu semi-coopératif. On peut entraider les autres joueurs à survivre ou à essayer de faire leur objectif, mais le but étant de nous-mêmes survivre et de réussir notre objectif caché. C'est un jeu un peu qui nous fait penser à un dungeon crawl. On va se promener dans le vaisseau spatial, on va explorer différentes salles, on pourra utiliser les salles pour accomplir différents effets. On va tenter de se déplacer sans faire le plus de bruit possible. Et on va devoir aussi affronter les intrus, donc qui sont des extraterrestres qui sont à bord de notre vaisseau et qui tentent de nous manger. C'est un jeu qui se veut un hommage à tous les films d'horreur de science-fiction. On peut penser au film Alien. Donc on essaie de revivre l'ambiance qu'on voyait dans ces films au travers d'une partie de Nemesis. Alors, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2023. On va installer une partie pour 5 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table qui représente le Nemesis, le vaisseau spatial dans lequel on se trouve. Pour une première partie, on vous suggère d'utiliser le côté standard où il y a l'icône avec les 3 flèches dans le haut du plateau. On va ensuite séparer les tuiles sales par numéro. Donc on a les tuiles numéro 1 et les tuiles numéro 2. On va mélanger les tuiles numéro 2 et on va en placer une face cachée sur chaque emplacement du plateau où il est inscrit de placer une salle 2. Les autres salles 2 seront remises dans la boîte de jeu sans être regardées. Et on va faire la même chose avec les salles numéro 1, on va les mélanger et on va en placer une sur chaque emplacement du plateau où il y a le numéro 1 pour une tuile salle. Ces salles sont obligatoires et se retrouveront dans toutes les parties puisqu'elles seront étroitement liées aux objectifs des joueurs. On va ensuite mélanger les jetons d'exploration et on va aller en placer un face cachée sur chacune des salles du vaisseau, peu importe le numéro qui se retrouve, que ce soit des salles numéro 1 ou des salles numéro 2. Il y aura un jeton d'exploration face cachée sur chacune d'entre elles et c'est un jeton que les joueurs vont révéler lorsqu'ils vont explorer la salle et qui va déclencher un effet de jeu. On va mélanger les cartes coordonnées, on va en choisir une au hasard sans la regarder et on va la placer sur l'emplacement juste à côté du cockpit sur le plateau principal. Les autres cartes coordonnées seront retournées dans la boîte de jeu sans être consultées et on va placer un marqueur général sur la case B du cockpit. On va prendre un certain nombre de tuiles de nacelle et dans une partie à 5 joueurs, on va utiliser les 4 tuiles qui sont numérotées de 1 à 4. On va prendre la tuile 1, on va aller la placer dans la section A du plateau principal, dans la section d'évacuation. La tuile numéro 2 sera placée dans la section B, la tuile numéro 3 dans la section A et la tuile numéro 4 dans la section B. Les 4 tuiles de nacelle seront placées de leur côté, verrouillées en début de partie. On va prendre les tuiles moteurs. On a les tuiles du moteur 1, 2 et 3. Il y a 2 tuiles par moteur. On va prendre les tuiles du moteur 1, on va les mélanger sans les regarder et on va aller les placer sur le moteur 1 du plateau principal et on va faire la même chose avec le moteur 2 et le moteur 3. Les 2 tuiles représentent si le moteur est réparé ou endommagé et les joueurs devront aller le revoir pendant la partie. On va placer un marqueur général sur la case 15 de la piste temporelle dans le bas du plateau principal.
On va former des réserves avec différents jetons. On a d'abord les jetons de bruit, les jetons de feu, les jetons panne, les jetons de munitions. On va faire une réserve avec les dés de combat et les dés de bruit. Les marqueurs généraux, standards qu'on peut utiliser dans plusieurs situations. Les jetons de porte, les jetons œufs et les jetons de cadavre. On va aussi former des pioches avec les différents types de cartes. Une pioche de cartes objectifs, de cartes événements, de cartes attaque d'intrus, cartes blessures graves, les cartes contamination, les cartes objets jaunes, objets rouges, objets vertes et les cartes objets fabriqués. On va aussi placer le scanner à portée des cartes contamination. On va former une réserve avec les figurines d'intrus. On a 6 figurines de larves, 3 figurines de rôdeurs scouts, on a 8 figurines d'adultes, 2 figurines hybrides et la figurine de la reine. On va placer le plateau intrus à côté du plateau principal et sur celui-ci, on va aller déposer 5 jetons œufs dans la section du nid. On va mélanger les cartes points faibles et on va en placer 3 au hasard dans les emplacements dans le bas du plateau intrus et les autres seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite séparer les jetons intrus par catégorie. On a le jeton vierge, les jetons larves, les jetons rôdeurs, les jetons adultes, les jetons hybrides et le jeton de la reine. On va ensuite prendre un certain nombre de jetons de chaque type pour les inclure dans le sac intrus au début de la partie. On va prendre le jeton vierge, on va aller chercher 4 jetons larves, on va aller insérer un seul jeton rôdeur, on va aller placer de base 3 jetons adultes dans le sac et on va en ajouter un par joueur dans la partie. Donc comme on joue à 5 joueurs, on va ajouter 5 autres jetons adultes dans le sac de départ. On va ajouter le jeton de la reine et on n'ajoute aucun jeton hybride pour l'instant. Et les jetons intrus restants vont former une réserve à côté du plateau intrus qui pourront être ajoutés ou certains jetons pourront être retirés et retournés dans la réserve pendant la partie. Les joueurs vont ensuite choisir le personnage qu'ils vont incarner pour la partie. On va premièrement prendre les cartes aides de jeu qui sont numérotées de 1 à 5. Si jamais on joue à moins de 5 joueurs, on va prendre les cartes qui correspondent au nombre de joueurs. On va mélanger les cartes aides de jeu et chaque joueur va se voir donner une carte qui va représenter le numéro de ce joueur pour la partie. Donc ce numéro peut faire référence à certains objectifs et ça va aussi déterminer l'ordre de jeu pour la première manche ainsi que l'ordre dans lequel les joueurs vont choisir leur personnage. En commençant par le joueur numéro 1, il va prendre les cartes de rôle qui sont identifiées à chacun des personnages. Il va les mélanger et va en piger au hasard 2 qu'il va révéler et va ensuite choisir un de ces 2 rôles pour sa partie. Donc il pourrait incarner le scientifique ou bien le soldat. Donc il pourrait choisir par exemple le soldat. Il va donc remettre la carte de scientifique dans le paquet et va passer les cartes rôle au joueur numéro 2 qui va faire la même chose jusqu'à temps que chaque joueur ait choisi un rôle. Lorsqu'un joueur a choisi son rôle, il va aller prendre tout le matériel qui est associé à ce rôle et il va aussi prendre le porte-carte qui est associé à son numéro de joueur. Donc ici, c'est le joueur numéro 1 qui a choisi le rôle du soldat. Il aura donc le porte-carte numéro 1 et va aller chercher tout le matériel relié au soldat qui est de la couleur rouge. Les joueurs auront tout d'abord un plateau personnel qui va leur servir aussi d'aide de jeu pour certaines choses et comment organiser leur espace personnel. Ils vont prendre la figurine de leur rôle. Ils vont aussi prendre les 3 cartes objets de départ. On a notre arme de départ qu'on va aller placer dans une de nos mains sous notre plateau personnel. Et les 2 autres objets sont des objets de quête. Donc on va les placer à côté de notre plateau. On devra faire une quête spéciale pour chacun d'eux pour pouvoir activer ces objets. On va aussi recevoir notre deck de cartes action qui est associé à notre personnage. On va le mélanger et on va le placer à la gauche de notre plateau personnel pour former notre pioche. On va ensuite prendre les cartes objectifs et on va les séparer selon leur type, si ce sont des objectifs personnels ou bien des objectifs de corporation. On va former 2 pioches face cachée avec chacun des types d'objectifs et chaque joueur va aller piocher une carte de chaque type d'objectif, va pouvoir la lire et la regarder, mais devra garder cette carte secrète de ses adversaires. Une fois que tous les joueurs auront pioché leurs 2 cartes objectifs, les cartes restantes peuvent retourner dans la boîte de jeu. Et on va remettre au joueur numéro 1 le jeton de premier joueur.
Et finalement, les joueurs vont prendre leurs figurines de personnages et vont toutes les placer sur la case centrale du plateau principal, qui est la salle de l'hibernatorium. Et on va aussi placer le jeton du cadavre bleu dans l'hibernatorium à la même place que les joueurs au début de la partie. Une partie de Nemesis se joue en plusieurs manches. À chaque manche, en commençant par le premier joueur, on va pouvoir effectuer des actions avec notre personnage en dépensant nos cartes actions. On va pouvoir se promener à l'intérieur du vaisseau pour explorer les différentes salles ou bien les activer pour utiliser leur pouvoir. On pourra aussi utiliser nos cartes actions pour faire les actions qui sont écrites sur les cartes, qui nous permettront de fouiller, de réparer des salles en panne ou de faire différents effets inscrits sur les cartes. Et chaque deck de cartes est unique selon notre personnage. On pourra aussi faire les actions qui sont sur nos cartes d'objets. Les joueurs vont tenter de se promener de façon la plus efficace pour faire le moins de bruit dans le vaisseau, puisque s'il y a trop de bruit au même endroit, on va effectuer une rencontre avec un intrus, donc un extraterrestre va nous sauter dessus pour nous attaquer. Les joueurs tenteront d'abord de survivre au danger du vaisseau Nemesis et devront, parmi ces aventures, essayer d'accomplir leur objectif personnel. Pour gagner la partie, chaque joueur doit survivre jusqu'à la fin de celle-ci et accomplir son objectif. Donc plusieurs joueurs pourraient gagner la partie en même temps. Et si jamais un joueur meurt pendant la partie ou bien qu'il ne réussit pas à accomplir son objectif, à ce moment-là, ce ou ces joueurs vont perdre la partie. Chaque manche de jeu se sépare en deux phases. La première phase est la phase joueur. C'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle pour utiliser leur carte action pour effectuer des actions. À chaque tour de jeu, ils pourront effectuer jusqu'à 2 actions, jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé leur tour, ce qui va mettre fin à la phase joueur. Et la deuxième phase est la phase événement. C'est là que les intrus qui sont sur le plateau vont se déplacer ou bien nous attaquer s'ils sont en combat avec nous. Et c'est là aussi qu'on va piocher une carte événement qui va déclencher un effet de jeu aléatoire, en plus d'aller piocher un jeton intrus dans le sac intrus pour avoir un autre effet aléatoire dans la phase événement. Au début de la phase joueur, tous les joueurs vont piocher des cartes dans leur paquet de cartes actions jusqu'à temps qu'ils aient une main de 5 cartes. Si jamais on avait gardé des cartes des manches précédentes, à ce moment-là, on va piocher des cartes pour s'amener jusqu'à 5 cartes. Si jamais on n'a pas assez de cartes dans notre paquet pour piocher des cartes jusqu'à 5, à ce moment-là, on va prendre notre défausse, on va la remélanger et on va se reformer une nouvelle pioche de cartes action pour continuer à piocher des cartes et se rendre à 5. Ensuite, le joueur qui est en possession du marqueur premier joueur va le passer au joueur suivant, sauf dans la première manche, on va ignorer cette règle puisqu'on va commencer avec ce qui a été mis en place au début de la partie. Ensuite, les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le joueur numéro 1. Il pourra exécuter 2 actions à son tour de jeu. Ensuite, on va passer au joueur numéro 2, au joueur numéro 3, au joueur numéro 4 et au joueur numéro 5. Ensuite, on va revenir au joueur numéro 1. Donc, on va jouer plusieurs tours de jeu dans une même manche. Lorsqu'un joueur veut arrêter de faire des actions dans la phase joueur, à ce moment-là, il va simplement passer son tour, donc utiliser une de ces 2 actions pour passer. À ce moment-là, il va prendre sa carte aide de jeu et va la placer dans son porte-carte du côté passé pour indiquer aux autres joueurs qu'il vient de passer. Il ne pourra donc plus prendre de tour de jeu dans cette manche, mais il va conserver les cartes qu'il a en main. Et lorsqu'un joueur va passer son tour, il pourra aussi défausser le nombre de cartes de sa main qu'il souhaite et les placer dans sa défausse. Si un joueur n'a plus de cartes action en main, à ce moment-là, il est obligé de passer avec une action. Et lorsque tous les joueurs auront passé, cela va mettre fin à la phase joueur. À son tour de jeu, un joueur doit effectuer 2 actions. Il peut effectuer des actions de base qui sont décrites sur son plateau joueur. Il y a 2 types d'actions de base. Il y a des actions qui ont un coût de défausser une carte pour les faire, c'est-à-dire l'action de déplacement, de tir, de corps à corps, de ramasser un corps lourd, l'action échanger et l'action fabriquer un objet. Dans la deuxième section, donc les actions qui vont coûter 2 cartes actions à défausser notre main pour les faire, on a l'action de déplacement vigilant. En plus des actions de base, les joueurs peuvent effectuer les actions qui sont sur les cartes actions directement et qui vont avoir les mêmes symboles, c'est-à-dire qu'ils vont nous demander de défausser 0, 1 ou 2 cartes pour les faire.
Les joueurs pourront aussi activer les actions de certains objets spéciaux s'ils réussissent à fabriquer leurs objets de quête par exemple, ou s'ils ont trouvé différents objets sur les cartes objets en fouillant les différentes salles du vaisseau. Le nombre de cartes pour faire l'action d'une carte objet sera indiqué à ce moment-là sur la carte. Et on peut aussi comme action effectuer l'action de la salle dans laquelle on se trouve dans le vaisseau. On a aussi toutes les informations sur l'activation des salles sur l'aide de jeu. Donc, si mon joueur veut faire une action de déplacement, on voit que le coût en carte est de une carte. Il peut défausser n'importe quelle carte de sa main. L'effet de la carte n'a pas d'importance, c'est seulement le nombre de cartes qui va compter. Donc, je pourrais défausser la carte qui est ici, la placer dans ma défausse et je pourrais aller effectuer mon action de déplacement sur le plateau principal. Lorsqu'on effectue l'action de déplacement, on va pouvoir déplacer notre figurine de personnage en empruntant les différents couloirs qui sont dans la salle où on se trouve pour atteindre une nouvelle salle dans le vaisseau. Les joueurs se déplacent de salle en salle et ne peuvent jamais s'arrêter dans les corridors. Donc le joueur avec son action de déplacement pourrait atteindre la salle qui est juste à côté ici en empruntant le corridor qui est là. Premièrement, on voit que c'est une salle qui n'est pas explorée encore, donc elle possède encore son jeton d'exploration et elle est face cachée. On va commencer par retourner la tuile de salle de l'autre côté ainsi que le jeton d'exploration et on va commencer par appliquer les effets de celui-ci. Premièrement, on a une icône qui va faire un événement en retournant le jeton. Ici, c'est l'icône de la porte, c'est-à-dire que la porte se referme derrière nous après avoir emprunté ce corridor. On va donc placer un pion de porte dans le corridor qu'on vient d'emprunter. La porte est maintenant fermée. On ne peut plus se déplacer dans ce corridor tant qu'on n'aura pas fait une action spéciale qui nous permet soit d'ouvrir ou de détruire la porte. Il y a une deuxième information sur les jetons exploration. On voit qu'il y a un chiffre d'inscrit, le chiffre 3. C'est le nombre de cartes objets qu'on va pouvoir fouiller dans cette salle. On va donc placer la salle vis-à-vis la flèche qui est là avec le chiffre qui est indiqué sur le jeton. Donc on va la tourner pour placer le chiffre 3 vis-à-vis la flèche. Et à chaque fois qu'on va fouiller cette salle, on va pouvoir tourner la tuile pour indiquer le nombre de fouilles restantes qu'il y a. Donc il y aura donc 3 fouilles possibles dans cette salle. On va ensuite retirer le jeton d'exploration de la partie. Ensuite, on va regarder quelle salle on a découvert. Ici, c'est la cantine. Elle n'a pas d'effet qui se déclenche lorsqu'on la découvre, mais on pourra prendre une action pour pouvoir défausser 2 cartes et activer l'action spéciale de la cantine qui nous permet notamment de nous soigner. Une fois les effets du jeton exploration et de la salle révélés, le joueur devra effectuer un jet de bruit s'il se retrouve seul dans cette nouvelle salle, ce qui est le cas de notre joueur rouge. S'il y avait déjà eu un autre joueur dans la salle lorsque j'effectue mon mouvement, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire de jet de bruit. Et c'est la même chose si jamais il y avait un intrus dans cette salle et que je décide de rentrer dans la salle, à ce moment-là, je ne fais pas de jet de bruit. Donc on fait seulement un jet de bruit lorsqu'on avance dans une salle et qu'on est la seule figurine dans cette salle. Pour effectuer un jet de bruit, le joueur va lancer le dé de bruit, qui est un dé 10, qui a des faces qui sont numérotées de 1 à 4. On a aussi un symbole de danger, comme celui que je viens de rouler, qui est les petites griffes. Et aussi, on a le symbole de silence, qui est le X. Si j'obtiens un résultat de 1 à 4, à ce moment-là, je vais faire référence aux 4 couloirs qui sont reliés à cette pièce. Et on va aller placer un jeton de bruit dans le couloir correspondant. Donc, si jamais j'ai obtenu le résultat 1 sur mon jet de bruit, je vais aller placer un jeton de bruit dans le corridor 1. Si j'obtiens le symbole X, le symbole du silence, à ce moment-là, je ne place aucun jeton de bruit pour ce jet. Et si jamais j'obtiens la face du danger, à ce moment-là, on va aller placer des jetons de bruit dans tous les couloirs où il n'y a pas encore de jetons de bruit autour de cette salle. Et si jamais le jeton de bruit tombe dans un couloir où il y a un point rouge, c'est-à-dire que ce corridor est relié au conduit de ventilation du vaisseau, à ce moment-là, on va placer le jeton de bruit sur la case conduit dans le haut du plateau principal. C'est la même case conduit pour tous les conduits qui sont dans le vaisseau. Il ne peut jamais y avoir plus d'un jeton de bruit dans chacun des couloirs. Si jamais on doit en ajouter un deuxième à un emplacement où il y en a déjà un, à ce moment-là, on devra résoudre une rencontre et c'est ce qui fait apparaître les intrus dans notre salle.
Au lieu de faire une action de déplacement qui coûte seulement une carte action à défausser, les joueurs peuvent faire l'action de déplacement vigilant qui, elle, coûte 2 cartes action à défausser. La différence entre les deux actions, c'est qu'on va faire notre déplacement et lorsque vient le temps de faire notre jet de bruit, si j'ai fait l'action de déplacement vigilant, à ce moment-là, je ne lancerai pas le dé de bruit, mais je vais plutôt décider dans quel couloir je vais ajouter mon jeton de bruit. Mon joueur pourrait prendre sa deuxième action pour effectuer une autre action de déplacement. Il va donc défausser une carte de sa main et va pouvoir se déplacer par exemple dans la salle qui est juste à côté. Encore une fois, on va révéler la salle ainsi que le jeton d'exploration. On voit que c'est l'armurerie. Premièrement, on voit qu'il y a un icône de jeton de panne. On va donc placer un jeton panne sur la salle, c'est-à-dire que cette salle est brisée et on ne pourra pas utiliser l'action de la salle tant qu'on n'aura pas retiré le jeton panne. On voit qu'il va y avoir 2 fouilles possibles dans cette salle. On va donc placer la pièce pour que le 2 soit vis-à-vis la petite flèche rouge du plateau. On va retirer le jeton d'exploration de la partie. Et on n'a pas d'effet appliqué quand on révèle cette salle, donc c'est l'armurerie. Elle va nous permettre de faire l'action de sa salle pour regagner des munitions dans notre arme. Comme je suis seul dans cette nouvelle pièce, je dois effectuer un jet de bruit. Je vais donc lancer le dé de bruit et on va dire que j'obtiens un 3. Donc je dois placer un deuxième jeton dans le corridor 3. Comme il en a déjà un, à ce moment-là, on va devoir résoudre une rencontre. Premièrement, lorsqu'il y a une rencontre, on va retirer tous les jetons de bruit qui sont autour de cette salle, donc dans tous les corridors qui l'entourent, et on va les remettre dans la réserve. Ensuite, on va prendre le sac intrus et on va aller piocher un jeton à l'intérieur et on va regarder à quoi il correspond. Donc ici, c'est le symbole d'un adulte. On va aller placer ce jeton dans la réserve de jetons à côté du plateau intrus. On ne le remet pas dans le sac. Et on va aller chercher une figurine d'adulte dans la réserve et on va la placer dans notre salle. Sur le jeton qu'on a pioché, de l'autre côté, on a un chiffre d'alerte qui est inscrit. Donc ici, c'est une alerte de 4. On va comparer le chiffre qui est sur ce jeton avec le nombre de cartes que le joueur qui subit la rencontre possède. Comme j'ai utilisé 2 cartes pour faire des actions de déplacement, j'ai seulement 3 cartes en main. Donc j'ai moins de cartes que le chiffre qui est sur le jeton. À ce moment-là, je vais subir une attaque surprise. Si j'ai un nombre de cartes en main qui est égal ou supérieur à la valeur du jeton, à ce moment-là, je n'ai pas d'attaque surprise à subir. On vous décrira les effets d'une attaque d'intrus lorsqu'on va expliquer les combats un peu plus tard dans la vidéo. Dès qu'un joueur effectue la première rencontre dans la partie, une fois qu'on aura terminé de résoudre sa rencontre et que la première figurine d'intrus sera ajoutée sur le plateau principal, les joueurs devront choisir de garder une de leurs 2 cartes objectifs, soit l'objectif personnel ou bien l'objectif de corporation. Ils auront maintenant seulement la carte objectif restante pour le reste de la partie qui leur décrira leurs conditions de victoire personnelles. Dès qu'une figurine de joueur est dans la même salle qu'une figurine d'intrus, on est considéré comme étant en combat. À ce moment-là, il y a certaines actions qu'on ne peut pas faire en combat. On peut seulement faire l'action de tir, l'action de corps à corps. On peut faire une action de déplacement pour se sauver du combat. On ne peut pas faire l'action de la salle dans laquelle on se trouve lorsqu'on est en combat. Et pour les cartes actions, on va avoir des icônes qui sont dans le haut des cartes actions. Donc, si jamais on a l'icône du fusil, c'est-à-dire que c'est une action de combat seulement, on peut donc la faire si on se trouve dans la même salle qu'un intrus. On voit qu'il y a des cartes actions avec un icône de fusil avec un X. Ce sont des cartes qu'on ne peut pas faire en combat, donc je ne peux pas faire les actions de ces cartes précisément, mais je pourrais défausser ces cartes pour faire des actions de base pour tirer, par exemple. Et certaines cartes n'ont aucun icône dans le coin, c'est-à-dire qu'on peut autant les utiliser en combat qu'en dehors d'un combat. Si on décide de faire l'action de déplacement lorsqu'on est en combat, on va devoir choisir vers quelle salle on veut fuir et on va faire l'action de déplacement de façon normale, mais ce que ça va ajouter, c'est que l'intrus va nous faire une attaque avant qu'on quitte la salle dans notre déplacement. Encore une fois, on expliquera l'effet des attaques d'intrus lorsqu'on va parler de la phase d'événement.
Regardons maintenant comment fonctionne l'action de tir et de corps à corps qui vont nous permettre de nous défendre contre les intrus. Chaque personnage commence la partie avec une arme de départ. Donc pour notre soldat, il a son fusil d'assaut et on a un certain nombre de cubes de munitions sur notre arme tel qu'indiqué dans la carte. Donc ici on voit qu'il y a 5 munitions sur cette arme d'assaut. Pour effectuer l'action de tir, on doit avoir au minimum un cube de munitions sur une de nos armes. C'est le cas présentement de notre soldat. Donc je vais commencer par désigner une cible pour mon attaque. On peut seulement tirer sur les cibles qui sont dans notre salle, donc c'est-à-dire les intrus qui se trouvent dans notre salle. On ne peut pas attaquer les autres joueurs puisque les passagers du Némésis ont des puces électroniques dans leur corps qui les empêchent de faire de l'agression directe sur les autres passagers. Donc je peux seulement attaquer les intrus avec mon arme à feu. Je vais donc désigner ma cible qui est l'adulte qui se trouve dans ma salle et je vais défausser un cube de munitions de l'arme que j'utilise. Ensuite, on va lancer le dé d'un combat et on va interpréter le résultat de celui-ci. Ici, c'est le pire résultat possible, c'est la face vide, ce qui veut dire qu'on a manqué notre attaque. Il y a 3 faces qui possèdent différents symboles qui sont associés à des stades d'intrus. Donc on retrouve notamment le symbole des scouts, on a 2 fois le symbole des scouts, on a une fois le symbole de l'adulte. Si j'obtiens ces résultats, on va regarder contre quelle sorte d'ennemi je combats. Donc si j'obtiens par exemple le symbole du scout, si je combats un scout ou une larve, qui est les stades inférieurs, à ce moment-là, je vais leur infliger 1 point de dégâts. Par contre, si je combats un intrus qui est d'un stade supérieur au scout, qui est le symbole que j'ai obtenu, que ce soit un adulte, un hybride ou bien la reine, à ce moment-là, mon attaque va rater. Si j'obtiens le symbole d'adulte, c'est le même principe. Ça va nous permettre de faire 1 point de dégâts à une larve, à un scout ou bien à un adulte, mais on va manquer notre attaque si on tire sur un hybride ou la reine. Et finalement, on a 2 faces qui ont des symboles de dégâts directement, et ça, peu importe contre quel type d'intrus on combat. On a un symbole avec une cible qui va infliger 1 point de dégâts, et on a le coup critique avec 2 cibles qui vont infliger 2 points de dégâts. Donc, disons que j'ai obtenu le résultat coup critique et je vais infliger 2 points de dégâts à l'adulte. On va aller prendre des cubes de munitions dans la réserve et on va pouvoir les placer sur sa figurine ou à côté de celle-ci. Une fois qu'on a infligé nos points de dégâts, on va aller piocher la première carte attaque d'intrus du deck de cartes. On va la retourner et on va regarder le chiffre qui est écrit dans la tache de sang dans le haut de la carte. Et si ce chiffre est égal ou plus petit que le nombre de dégâts sur la figurine, à ce moment-là, l'intrus sera vaincu. Donc ici, on voit que ça va être un 4. J'ai seulement 2 points de dégâts. Donc à ce moment-là, il n'est pas vaincu. Je devrais faire d'autres attaques sur celui-ci pour le tuer. Et on va placer la carte attaque d'intrus dans la défausse. Si à ma prochaine action de tir, je vais retirer une autre munition, je vais pouvoir lancer le dé, et on voit ici que j'ai 1 point de dégâts supplémentaire, donc je vais ajouter un 3e point de dégâts à mon intrus. Je vais ensuite aller piocher la première carte attaque d'intrus, et on va regarder ici, on voit que c'est un 2, donc le 2 est plus petit que le nombre de dégâts sur l'adulte. À ce moment-là, l'adulte sera vaincu. On va donc retirer sa figurine, la retourner dans la réserve, ainsi que les cubes de dégâts. Lorsqu'on tue un scout, un adulte, un hybride ou la reine, on va aller placer une carcasse d'intrus à l'endroit où on vient de tuer notre ennemi. Si jamais on combat contre une larve, les larves ont seulement 1 point de vie, donc dès qu'on va leur infliger 1 point de dégâts, elles seront vaincues et ne laisseront pas de jetons de carcasse. Si jamais on combat un hybride ou la reine, qui sont les 2 sortes d'intrus les plus redoutables, pour les tuer, on va fonctionner de la même façon que les adultes, sauf qu'on va aller piocher 2 cartes intrus et on va additionner les chiffres ensemble pour savoir si on a assez de dégâts pour le vaincre. Donc ici, il faudra avoir 6 dégâts dessus pour pouvoir le vaincre et on va piocher 2 cartes à chaque fois qu'on va aller acheter des dégâts sur cet intrus. Et pour les scouts, ils fonctionnent de la même façon que les adultes, donc on va seulement piocher une carte attaque d'intrus pour regarder le numéro, à savoir s'ils sont vaincus. Si jamais on doit combattre un intrus et qu'on n'a plus de munitions sur notre arme, à ce moment-là, on peut décider de faire une dangereuse attaque au corps à corps. Pour faire l'action de corps à corps, on va défausser une carte action et on va se choisir une cible dans notre salle pour l'attaquer. Avant de lancer le dé de combat, on va prendre une carte contamination et on va aller la placer dans notre défausse de carte action.
Ensuite, on va lancer le dé de combat et si j'obtiens le symbole d'une attaque ratée, je vais infliger aucun dégât et en plus, je devrais me prendre une carte de blessure grave. Si j'obtiens les symboles du scout, comme c'est un scout, je vais lui infliger 1 point de dégâts. Même chose si j'ai le symbole de l'adulte et si j'ai les symboles de dégâts directement, je vais lui infliger 1 ou bien 2 points de dégâts comme normal. Pour le tuer, c'est de la même façon. On va infliger les points de dégâts et on va aller piocher une carte attaque d'intrus pour voir s'il est vaincu. Pour les attaques de corps à corps, dès que notre attaque va manquer, on va automatiquement gagner une carte blessure grave. Lorsqu'on attaque un intrus, pour révéler la carte attaque d'intrus, à savoir si on l'a tué, et si on a à la place d'un chiffre dans la goutte de sang un symbole de flèche, ça veut dire que l'intrus va fuir le combat, donc il va se déplacer dans une salle adjacente. Pour savoir dans quelle salle il va s'en aller, on va aller révéler plutôt une carte événement et on va seulement regarder le chiffre qui est indiqué dans le coin. Donc ici c'est le chiffre 3. Donc l'intrus va se sauver par le couloir numéro 3 pour aller dans la salle qui est adjacente. Même si la salle n'est pas explorée, on va placer l'intrus à l'intérieur de cette salle. Et si jamais le couloir 3 nous mène à un conduit d'aération, à ce moment-là, on va retirer sa figurine ainsi que ses blessures et il va retourner le jeton correspondant à cet intrus dans le sac d'intrus. Une autre action de base qu'on peut effectuer est de ramasser un corps lourd. Ce sont des jetons qu'on peut transporter avec nous pendant la partie pour les emmener dans des salles spécifiques qui nous permettent d'accomplir certaines cartes objectifs. Pour effectuer cette action, on va devoir défausser une carte action de notre main pour le faire et on doit se trouver dans la même pièce qu'un des corps lourds pour pouvoir le ramasser. Comme leur nom l'indique, ce sont des corps lourds. Ils devront donc prendre une de nos deux mains pour les transporter. On ne peut pas en transporter le nombre qu'on veut. Donc, notre arme qui nous prend déjà une main, on pourrait donc transporter un seul corps lourd. Si je veux en transporter deux, à ce moment-là, je devrais abandonner mon arme, ce qui est peut-être pas une si bonne idée que ça. Il existe 4 types de corps lourds. Il y a tout d'abord le cadavre bleu qui commence dans l'hibernatorium au début de la partie, qui représente un de nos compatriotes qui est retrouvé mort à notre réveil. Donc on peut, pour une action, ramasser ce jeton et le traîner avec nous pour tenter de l'apporter au laboratoire. Si jamais on tue des intrus, on va pouvoir aussi ramasser la carcasse de l'intrus qui est considéré comme un corps lourd, qui lui aussi pourra être apporté au laboratoire pour découvrir un point faible sur les intrus. Si jamais un joueur meurt, il va y avoir un cadavre et on pourra aussi ramasser le cadavre et le traîner avec nous. Peut-être que notre objectif aura un lien avec celui-ci. Finalement, il y a les œufs qu'on peut retrouver dans la salle du nid. Si on fait l'action du nid, on va pouvoir ramasser un œuf et le traîner avec nous. Lui aussi, si on l'apporte au laboratoire, on pourra l'analyser et certains objectifs nous demanderont d'avoir un œuf avec nous. Si jamais je traîne un corps lourd et que je veux le laisser tomber, c'est une action qui est gratuite et on va simplement laisser le jeton et le replacer dans la salle où on se trouve et les autres joueurs pourront à leur tour le ramasser. Une autre action de base qui coûte seulement une carte action à défausser est l'action échanger. Si un joueur fait l'action échanger, tous les joueurs qui sont dans la même salle pourront en bénéficier et échanger des objets entre eux. Donc, si le joueur blanc fait l'action échanger, il pourra échanger avec tous les autres joueurs qui sont dans la salle, mais les autres joueurs pourront aussi échanger entre eux. Les joueurs peuvent échanger des cartes objets ou bien des corps lourds entre eux comme ils le veulent lorsqu'ils sont présents dans la salle et qu'il y a l'action échanger qui est activée, mais on ne peut pas échanger des cartes actions avec les autres joueurs. La dernière action de base est de fabriquer des objets. C'est une action qui va nous demander de défausser une carte action de notre main pour l'exécuter. Il y a 4 types d'objets qu'on peut fabriquer et les recettes de ces objets sont écrites sur notre plateau personnel. On peut fabriquer une antidote, un taser, un lance-flamme ou bien un cocktail Molotov. On a les icônes des objets qu'on a besoin pour pouvoir fabriquer les objets. Donc, lorsqu'on va avoir les ingrédients, on va pouvoir faire l'action de fabriquer un objet et aller chercher directement l'objet fabriqué qu'on vient de faire dans les cartes objets.
En fouillant les différentes pièces du vaisseau, les joueurs vont souvent trouver des cartes d'objets qui peuvent avoir certaines utilités. On peut donc les utiliser pour les actions qui sont sur les cartes. Souvent, certaines cartes sont à action unique. Lorsqu'on va les utiliser, on va devoir les défausser. La plupart de ces objets vont avoir des icônes de catégorie qui sont représentées par les icônes bleues dans le coin des cartes. On voit ici que le medkit est dans la catégorie des objets médicaux et que le combustible est dans la catégorie des combustibles. Donc, si je suis en possession de ces deux cartes objets, je vois que j'ai les deux ingrédients pour faire l'antidote. Donc, j'ai un objet médical et un objet combustible. Je vais donc aller faire l'action fabriquer un objet qui va me coûter une carte à défausser. Je vais défausser mes deux ingrédients et je vais aller chercher dans les cartes objets fabriqués, je vais aller chercher la carte de l'antidote que je vais gagner. Les cartes objets qui n'ont pas l'icône de la petite mallette n'ont pas besoin d'être placées dans une de nos deux mains. Elles sont dans notre inventaire et on peut en avoir n'importe quel nombre. Tous les personnages possèdent des decks de cartes actions qui sont différents et qui sont personnalisés selon leur rôle. Donc les joueurs peuvent aussi, comme action à leur tour de jeu, faire une action qui est écrite directement sur une de leurs cartes. Par exemple, mon soldat pourrait jouer la carte menu réparation. On voit que pour jouer cette carte, je dois défausser deux autres cartes. Donc ça va me coûter un total de 3 cartes, donc celle-ci plus deux autres, pour pouvoir faire son effet. On voit que j'ai deux effets, donc je peux choisir celui que je veux appliquer. Dans ce cas-ci, je vais retirer un marqueur panne de la salle dans laquelle je me trouve, ce qui va me permettre de remettre ce jeton dans la réserve, ce qui nous permettra maintenant d'utiliser l'action de la salle de l'armurerie parce qu'elle est réparée. Tous les joueurs possèdent aussi des cartes fouilles dans leur carte action. Donc, lorsque je vais jouer une carte fouille, on voit ici que j'ai besoin de défausser aucune autre carte. Donc, seulement celle-ci va pouvoir me permettre de faire l'action fouille. Pour la faire, on doit aussi être dans une salle où le chiffre de fouille est au moins à 1. Donc, ici, il est à 2, puisque vis-à-vis la flèche rouge, on est à 2 dans cette salle, ce qui va me permettre de trouver une carte objet. Il y a un code de couleur qui est associé aux salles. On voit ici que l'armurerie est une salle rouge, alors que la cantine à côté est une salle verte. Et on a aussi les salles jaunes. Ces couleurs font référence aux 3 paquets de cartes objets. Donc ici, comme je suis dans une salle rouge, je vais aller piocher des cartes dans le deck de cartes objets rouges. Lorsqu'on fait une action de fouille, on va piocher les 2 premières cartes, on va les regarder et on va choisir une des 2 cartes à conserver. Donc ici, j'ai un protecteur de pistolet, un prototype de pistolet, une nouvelle arme, et j'ai un chargeur énergétique qui me permet, comme action, de remettre des cubes de munitions. Je vais y aller pour le nouveau pistolet, puisque je n'ai plus trop de balles dans mon pistolet d'avant. Donc, je vais aller le placer dans une de mes mains. La carte que je n'ai pas choisie sera replacée sous la défausse de carte objet de la bonne couleur. Et une fois qu'on a choisi notre carte objet pour notre fouille, on va diminuer le nombre de fouilles restantes de la salle d'un chiffre. Donc ici, on va tomber à une seule fouille restante. Et lorsque le compteur de fouilles est à 0, les joueurs ne pourront plus fouiller dans cette salle pour le reste de la partie. On a aussi des salles qui sont de la couleur blanche, c'est-à-dire qu'on va choisir dans quel paquet de cartes objets on va aller faire notre fouille. Un autre type d'action que les joueurs peuvent faire, ce sont des actions qui sont associées à des cartes objets. Donc ça peut être des cartes qu'on a fabriquées ou des cartes qu'on a trouvées lors de nos fouilles qui vont avoir un certain nombre de cartes à défausser pour utiliser l'action de la carte. À ce moment-là, on va suivre les indications sur la carte et si c'est un objet à usage unique, à ce moment-là, après l'avoir utilisé, il sera défaussé. Les joueurs ont aussi 2 objets de quête en début de partie qui sont différents pour chacun des rôles. Pour pouvoir activer ces objets, on doit faire ce qui est écrit sur la quête, c'est-à-dire qu'on doit défausser certains types précis de cartes objets pour activer un de nos objets de quête, ou on doit se trouver à une salle précise du vaisseau. Par exemple, pour l'autochargeur, je dois me trouver dans l'armurerie et je dois défausser une carte pour pouvoir activer mon autochargeur. Je vais le retourner de l'autre côté et à ce moment-là, je vais gagner cet objet ainsi que ses bénéfices.
Certaines cartes rouges sont aussi des armes à usage unique, par exemple une grenade. Une grenade, pour l'utiliser, on va pouvoir la lancer dans une salle et on va attaquer tous les individus qui se trouvent là, que ce soit les joueurs ou les intrus. On a le droit de lancer une grenade sur un intrus qui est dans une salle, qui est en combat avec d'autres joueurs. Normalement, on ne peut pas viser directement d'autres joueurs, mais avec une grenade, vu que ça attaque toutes les cibles qui sont dans la salle, on a le droit de le lancer sur un intrus et d'affecter les joueurs avec celle-ci par la même occasion. Et le dernier type d'action qu'on peut faire à notre tour de jeu, c'est d'utiliser l'action de la salle dans laquelle on se trouve. Toutes les salles vont demander de défausser 2 cartes pour faire l'action de celle-ci. Il ne doit pas y avoir de marqueur de panne dans la salle pour pouvoir l'utiliser et on ne peut pas utiliser l'action d'une salle si on se trouve en combat. Donc ici dans l'armurerie, je vais pouvoir défausser 2 cartes et je vais pouvoir appliquer son effet qui est de recharger une de mes armes énergétiques et d'aller y ajouter 2 cubes de munitions sur sa carte. Et on retrouve les effets détaillés de toutes les salles du Nemesis sur un aide de jeu qui est recto verso. Tout d'abord, on a les salles de base qui sont les salles numérotées 1, qui sont les salles en périphérie du vaisseau. Ces 11 salles sont dans toutes les parties de Nemesis puisque plusieurs d'entre elles sont reliées à des objectifs personnels des joueurs. L'armurerie nous permet de recharger les munitions de nos armes. Le bloc opératoire nous permet d'enlever des cartes contamination de notre deck de cartes. Le dépôt nous permet de fouiller des cartes objets, peu importe leur couleur. La génératrice nous permet d'allumer ou d'éteindre le système d'autodestruction du vaisseau. L'infirmerie nous permet de soigner des blessures. Le laboratoire nous permet d'analyser des corps lourds pour trouver des points faibles aux intrus. Le nid nous permet d'aller voler les œufs ou bien d'essayer de détruire le nid, qui peut être un objectif de partie. Le relais de transmission nous permet d'envoyer le signal, qui est demandé par plusieurs objectifs. Les sections d'évacuation A et B nous permettent d'avoir accès aux nacelles de sauvetage pour se sauver du vaisseau. Et finalement, le système anti-incendie nous permet d'éteindre et de retirer les jetons feu des pièces. Pour les salles supplémentaires, celles qui sont numérotées avec un 2, on en retrouve seulement 5 à l'intérieur du vaisseau et ce sont les salles les plus près du centre du plateau. On va placer 5 des 11 salles disponibles, donc ce ne sera jamais les mêmes à chaque partie. On peut avoir la cabine qui va nous permettre de piocher une carte supplémentaire au début de la manche. On a la cantine qui nous permet de nous soigner. Le centre de commandement qui nous permet d'aller ouvrir ou fermer les portes de n'importe quelle salle. Le contrôle des nacelles qui nous permet de déverrouiller les nacelles de sauvetage. Le contrôle des sas qui nous permet de faire une dépressurisation dans une salle. Les douches qui vont nous permettre d'enlever la slime et ainsi enlever aussi des cartes de contamination. La salle de slime va nous ajouter de la slime. La salle des machines nous permet de vérifier l'état des moteurs à distance. Et la salle vidéo nous permet de vérifier une salle qui est encore non explorée ainsi que son jeton d'exploration. Et finalement, il y a aussi 5 salles spéciales qui sont imprimées directement sur le plateau. On a la salle du cockpit. Donc, si je fais l'action de cette salle en défaussant 2 cartes action, je vais pouvoir regarder la carte de coordonnées et je vais pouvoir déplacer le marqueur de destination sur une des cases A, B, C ou D. Chacune des lettres correspond à une destination sur la carte de coordonnées. Donc, la majorité des objectifs nous demandent d'atteindre la Terre, mais certaines cartes objectifs pourraient demander à un joueur d'essayer d'amener le vaisseau sur Mars. La salle de départ, qui est l'hibernatorium, les joueurs pourront réactiver cette salle pendant la partie si le marqueur de manche a dépassé l'icône bleue. Donc si on est rendu à la 9e manche, à la 8e manche, à la moitié de la partie en fait, on va pouvoir aller faire l'action de cette salle en défaussant 2 cartes pour retourner en hibernation. Et ça va mettre fin à notre partie et on va espérer que le vaisseau se rende à la bonne destination pour notre objectif pour gagner la partie.
Et finalement, pour les 3 salles des moteurs, donc 1, 2 et 3, on va pouvoir faire l'action pour vérifier l'état des moteurs et on pourra prendre ensuite certaines actions pour tenter de réparer ou saboter les moteurs selon nos objectifs. Lorsqu'on va vérifier l'état des moteurs, on va regarder les tuiles et c'est la tuile qui est sur le dessus qui dit l'état du moteur. Donc si c'est une tuile verte, il est opérationnel, mais si c'est la tuile rouge qui est sur le dessus, c'est que le moteur est endommagé. Donc on va pouvoir vérifier et essayer de réparer au besoin ou de saboter le moteur. Lorsqu'on joue une carte pour réparer ou saboter, on va changer l'ordre ou pas des tuiles selon ce qu'on veut et on va indiquer aux joueurs si on a changé ou pas l'ordre. On peut leur mentir sur ce qu'on a fait, on peut essayer de cacher notre intention aux autres joueurs, mais on a 3 moteurs dans le vaisseau et pour que le vaisseau se rende à sa destination, on doit avoir au minimum 2 moteurs qui sont opérationnels. Sinon, le vaisseau va exploser lorsqu'on va enclencher l'hyperespace. Une fois que tous les joueurs ont passé leur tour dans la phase joueur, elle se terminera et on va aller à la deuxième phase qui est la phase événement. Premièrement, on va avancer sur la prochaine case, le marqueur de la piste temporelle qui nous fait un décompte de manches maximum pour la partie. On a aussi certains événements qui vont se déclencher lorsque le marqueur va traverser de la case 9 à la case 8, donc avec l'icône bleue d'hibernation. Lorsqu'on sera rendu à cet endroit, les joueurs auront à nouveau accès à l'hibernatorium, qui est la salle centrale dans laquelle ils ont débuté la partie. Ils pourront faire l'action de cette salle pour se remettre en hibernation, ce qui va mettre fin à leur partie personnelle. Et si jamais la piste temporelle atteint la dernière case, ça va mettre fin immédiatement à la partie. Le vaisseau va se lancer dans l'hyperespace et on va procéder aux différentes étapes de la fin de la partie. En plus de la piste temporelle, si jamais un joueur a activé la séquence d'autodestruction du vaisseau dans la salle de la génératrice, il y aura aussi un marqueur sur la piste d'autodestruction et comme la piste temporelle, on va l'avancer de 1 au début de la phase événement. Il y a aussi des événements spéciaux qui vont se déclencher avec la piste d'autodestruction. Si on est dans les 3 premières cases, il est encore possible de l'annuler en refaisant l'action de la salle de la génératrice. À ce moment-là, on va retirer le marqueur et la séquence d'autodestruction est terminée. Si un joueur la redémarre plus tard, elle va recommencer au début. Si jamais le marqueur de la piste d'autodestruction avance et traverse l'icône orange, toutes les nacelles de secours vont se déverrouiller automatiquement. Donc, on va retourner les tuiles du bon côté et les joueurs auront accès à ces nacelles pour se sauver du vaisseau. Si jamais le marqueur se rend au bout de la piste d'autodestruction, vous l'aurez compris, le vaisseau va s'autodétruire et exploser avec tout son contenu à l'intérieur et ça va aussi mettre fin à la partie. Lorsque le marqueur est rendu dans la zone orange, on ne peut plus arrêter la séquence d'autodestruction avec la génératrice, donc on devra essayer de se sauver du vaisseau en utilisant les nacelles de secours. Ensuite, on procède aux attaques des intrus, donc tous les intrus qui sont présentement en combat vont attaquer les joueurs avec lesquels ils se trouvent. Donc on voit que le joueur rouge est avec un adulte, il va donc l'attaquer, et on voit que le joueur orange est avec une larve qui va aussi l'attaquer. Si jamais on a plusieurs joueurs dans la même salle, à ce moment-là, l'intrus va attaquer le joueur qui a le moins de cartes en main. Si les joueurs ont le même nombre de cartes, à ce moment-là, il va attaquer le premier joueur ou le joueur le plus près du premier joueur dans l'ordre de tour de cette manche. Commençons par la larve. Lorsqu'une larve attaque un joueur, on ne piochera pas de carte attaque d'intrus, elle fonctionne différemment des autres sortes d'intrus. La larve va tout simplement entrer dans notre corps, on va donc la retirer du plateau et on va aller la placer sur notre plateau personnel pour dire qu'elle est maintenant à l'intérieur de notre corps. De plus, on va gagner une carte contamination qu'on va aller placer dans notre défausse de carte action. Pour les attaques des rôdeurs, des adultes, des hybrides ou de la reine, cela fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on va aller piocher la première carte attaque d'intrus du paquet de cartes attaque intrus et on va regarder les informations qui sont sur la carte. Tout d'abord, on va regarder au centre de la carte, on retrouve les différents symboles qui sont associés au type d'intrus et on va regarder s'il y a le symbole de l'intrus qui tente de faire une attaque. Donc ici, c'est un adulte et on voit que le symbole d'adulte est sur la carte, ce qui veut dire que l'intrus va effectuer son attaque et on va aller appliquer les effets qui sont dans le bas de cette carte.
Si jamais on obtient une carte qui n'a pas le symbole de l'intrus demandé, donc si c'est un adulte et il y a seulement la reine qui a son icône, donc à ce moment-là, ça veut dire que l'attaque a manqué et qu'on ne recevra pas de blessure. Mais dans notre cas, on avait pioché la carte morsure qui possède le symbole de l'adulte. On va donc appliquer l'effet de la morsure. Le joueur va recevoir une carte de blessure grave et s'il en a déjà au moins 2, il est tué automatiquement. Lorsque les intrus nous attaquent, ils peuvent nous infliger des blessures. Il existe 2 sortes de blessures, ce sont les blessures légères et les blessures graves. Si on reçoit des blessures légères, on va prendre un marqueur général et on va aller le placer sur la piste des blessures légères pour la première qu'on va recevoir. La deuxième blessure légère qu'on va recevoir, on va descendre le marqueur sur la deuxième case. Et si jamais on reçoit une troisième blessure légère, on va l'envoyer sur la case de la blessure grave. On va aller piocher une carte blessure grave et on va enlever le marqueur. Donc on peut obtenir une blessure grave après notre troisième blessure légère. Mais on peut aussi recevoir des blessures graves directement. On n'est pas obligé d'avoir reçu des blessures légères auparavant. Comme vous avez vu sur la carte morsure qu'on vient de recevoir, on reçoit directement une blessure grave. On va la retourner de l'autre côté lorsqu'on va la recevoir parce que la blessure grave va avoir une conséquence négative sur notre personnage. On voit ici que c'est une blessure au bras. Donc maintenant j'ai un bras de blessé, je ne peux pas transporter 2 objets lourds ou 2 armes, donc je devrais en laisser tomber une par terre immédiatement. Donc je pourrais laisser tomber ce pistolet-là et un autre joueur pourrait le ramasser dans ma salle. On peut se soigner des blessures légères ou graves dans certaines salles du vaisseau en activant leur effet. Pour soigner des blessures légères, on va simplement reculer sur la piste ou bien retirer le marqueur si jamais on n'a plus de blessures légères sur cette piste-là. Pour les blessures graves, lorsqu'on va penser une blessure grave, on va commencer par la retourner de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va perdre l'effet négatif de cette blessure. Donc elle est partiellement soignée, mais on a encore la carte de blessure grave. Si je soigne une carte de blessure grave qui est déjà retournée, à ce moment-là, je vais pouvoir la remettre dans la réserve. Si jamais un joueur cumule 3 blessures graves sur son personnage, à tout moment qu'il va recevoir une prochaine blessure, qu'elle soit légère ou bien qu'elle soit grave, le personnage sera tué immédiatement. Et si un personnage est tué, on va retirer sa figurine et on va la remplacer par un jeton de cadavre. Mais ce n'est pas le cas pour notre soldat qui en est seulement à sa première blessure grave. Il peut donc continuer l'aventure. Ensuite, on va regarder s'il y a des jetons de feu sur des salles où il y a des intrus. C'est le cas pour l'adulte qui est ici, qui a un jeton de feu dans sa salle. Le feu va lui infliger automatiquement un dégât. On va donc placer un cube de dégâts sur sa figurine. Ensuite, on va procéder au déplacement des intrus. Pour ce faire, on va aller piocher une carte événement du paquet de cartes événement et on va aller lire les informations sur cette carte. On va commencer par regarder la section du haut pour faire les déplacements des intrus. Encore une fois, on retrouve les symboles de différents intrus et c'est seulement les intrus dont leur symbole correspond qui vont effectuer des déplacements. De plus, c'est seulement les intrus qui ne sont pas en combat qui vont se déplacer. Ceux qui sont engagés en combat avec des joueurs vont rester en combat et ne se déplaceront pas. Donc on voit que sur cette carte, les adultes, les hybrides et la reine vont se déplacer. Et si jamais il y avait des larves et des rôdeurs sur le plateau, à ce moment-là, ils ne bougeront pas puisque leur symbole ne se retrouve pas sur la carte événement. De plus, on regarde qu'il y a un chiffre indiqué après les symboles. C'est le corridor que les intrus vont utiliser pour se déplacer dans leur prochaine salle. Donc ils vont emprunter le corridor 4. J'ai 2 adultes qui ne sont pas en combat. Ils vont donc se déplacer par le corridor 4, chacun de leur côté. Pour celui qui est ici, qui est dans la salle en feu, on voit que le corridor 4 mène dans les conduits d'aération. À ce moment-là, on va retirer sa figurine du plateau. On va retirer les jetons de dégâts de cet intrus. On va les remettre dans la réserve. Et on va aller replacer un jeton d'adulte dans le sac intrus. Et pour mon deuxième adulte, le corridor numéro 4 est ici. On voit qu'il y a une porte fermée, donc il ne peut pas faire son déplacement. Donc au lieu de se déplacer, il va détruire la porte avec ses griffes et on va placer le pion de porte couché pour indiquer que la porte est maintenant détruite et que tout le monde peut passer dans ce corridor et on ne peut pas fermer la porte puisqu'elle est détruite. Donc au lieu de se déplacer, il prend son mouvement pour détruire la porte.
Et finalement, on va aller lire la section du bas de la carte événement et on va appliquer l'effet du texte qui est là. Ici, c'est un court-circuit. On nous demande de placer des marqueurs de panne dans toutes les salles jaunes qui possèdent un ordinateur. On est chanceux, présentement, il n'y a pas de salle jaune de révélée, donc ceci n'a pas d'effet. On nous dit aussi sur la carte de la retirer de la partie, elle ne pourra donc pas revenir une deuxième fois. La dernière étape de la phase événement est d'aller piocher un jeton d'intrus dans le sac et il va se passer un effet de jeu selon le symbole du jeton. Si jamais on pioche le jeton vierge, à ce moment-là, on va prendre un jeton d'adulte de la réserve et on va l'ajouter au sac et le jeton vierge va aussi retourner dans le sac. Si on pioche un jeton de larve, on va le retirer du sac, on va le remettre dans la réserve et on va aller ajouter un jeton d'adulte dans le sac. Si on pioche un jeton de rôdeur, on va le retirer du sac et on va aller le remplacer par un jeton hybride pour l'ajouter dans le sac. Pour les jetons adultes ou hybrides, ils ont le même effet. Tous les joueurs qui ne sont pas présentement en combat vont effectuer immédiatement un jet de bruit. Ensuite, on va remettre le jeton adulte dans les sacs. Pour le jeton de la reine, il peut y avoir deux effets possibles. Le premier, c'est si jamais un joueur se trouve présentement dans la salle du nid, la reine va apparaître dans cette salle. On va donc effectuer une rencontre avec la figurine de la reine dans la salle du nid avec le joueur qui s'y trouve. Si jamais le nid n'a pas été encore trouvé par les joueurs ou si jamais aucun joueur se trouve dans le nid, à ce moment-là, on va simplement ajouter un jeton œuf à l'intérieur du nid. On va l'ajouter sur le plateau intrus et on va remettre le jeton de la reine dans le sac. Et après avoir appliqué l'effet du jeton intrus qu'on a pioché, cela va mettre fin à la manche en cours. On va passer à la prochaine manche et on va commencer évidemment par la phase joueur. Les joueurs vont repiocher des cartes de leur deck pour remonter leur main à 5 cartes et on va passer le jeton premier joueur au joueur suivant pour débuter une nouvelle manche. Dans une partie de Némésis, les joueurs ne terminent pas la partie nécessairement en même temps. On peut effectuer certaines actions dans le jeu qui vont mettre fin à notre partie. À ce moment-là, on ne prendra plus de tours de jeu pour le reste de la partie. Et lorsque tous les joueurs auront terminé leur partie, à ce moment-là, on va pouvoir passer à la validation des conditions de victoire et des objectifs des joueurs pour voir qui va gagner la partie. Donc, notre partie peut se terminer de plusieurs façons. La première, si jamais notre personnage meurt, notre partie sera terminée et évidemment, on ne pourra pas gagner puisqu'on n'a pas réussi à survivre sur le Némésis. Si un joueur meurt tôt dans la partie, on peut utiliser les règles optionnelles pour lui donner le deck de cartes intrus et c'est maintenant ce joueur qui va contrôler les intrus à son tour de jeu au lieu de les faire contrôler automatiquement par les paquets de cartes événements et les règles du jeu standard. La deuxième façon de terminer sa partie, c'est de retourner en hibernation, mais on peut seulement le faire si le marqueur de la piste temporelle a dépassé l'icône bleue d'hibernation. À ce moment-là, on peut retourner dans l'hibernatorium, utiliser l'action de la salle en défaussant 2 cartes et on se remet en hibernation. Si on se remet en hibernation, notre partie sera terminée. Et de plus, lorsqu'un joueur retourne en hibernation, on ne peut plus activer la séquence d'autodestruction du vaisseau et on ne peut plus changer les coordonnées aussi du vaisseau. Lorsqu'on va activer cette salle pour retourner en hibernation, on devra faire un jet de bruit. Et si après notre jet de bruit, aucun intrus n'est dans notre salle, à ce moment-là, on retourne en hibernation et notre partie est terminée. La troisième façon de terminer notre partie est de quitter le vaisseau à l'aide des nacelles de secours. Pour ce faire, on doit trouver les salles qui correspondent aux sections d'évacuation A ou B. Donc ici, c'est la salle pour la section B qui va gérer les 2 nacelles qui sont là. Donc si un joueur se rend dans cette salle et que les nacelles de cette salle sont déverrouillées, elles peuvent se déverrouiller à l'aide de certaines cartes objets, à l'aide de certaines cartes actions de certains personnages, ou bien si la piste d'autodestruction est assez avancées, elles vont se déverrouiller toutes seules. Donc lorsqu'elles sont déverrouillées et qu'on a trouvé la salle qui correspond à cette section d'évacuation, on peut activer la salle en défaussant 2 cartes. Lorsqu'on active cette salle, on nous demandera aussi de faire un jet de bruit. Et si après notre jet de bruit, aucun intrus n'est apparu dans notre salle, à ce moment-là, on va pouvoir placer notre figurine de personnage dans une des nacelles de secours. Chaque nacelle de secours comporte 2 places, donc si on veut, on peut attendre qu'un autre joueur embarque avec nous dans la même nacelle avant de l'éjecter, ou bien on peut l'éjecter automatiquement dès qu'on y est entré. Si on est éjecté, à ce moment-là, notre partie sera terminée, on a quitté le vaisseau.
Si on décide d'attendre qu'un autre joueur entre dans la nacelle avec nous, on va leur donner l'opportunité et on a jusqu'au début de la prochaine manche, donc notre premier tour de jeu de la manche suivante, on devra décider si on débarque de la nacelle ou si on s'éjecte, donc on ne pourra pas attendre plus longtemps que cela. Et sinon, si on décide de sortir de la nacelle, on devra refaire le jet de bruit en activant la salle pour tenter de rentrer dans la nacelle à nouveau. La partie peut se terminer si on arrive au bout de la piste temporelle. À ce moment-là, l'hyperespace du vaisseau s'active automatiquement et les joueurs qui n'ont pas quitté le vaisseau ou qui ne sont pas en hibernation seront tués automatiquement par l'accélération. Si la séquence d'autodestruction arrive à la fin, le vaisseau va exploser, donc tous ceux qui sont encore dans le vaisseau seront tués et les joueurs qui auront réussi à quitter avec des nacelles seront sains et saufs, mais il n'y aura plus de joueurs en jeu, ça va déclencher la fin de la partie. Si on doit ajouter un 9e marqueur panne dans une salle du Némésis, le vaisseau sera trop endommagé et va exploser automatiquement. C'est la même chose avec les marqueurs feu. Si jamais on doit ajouter un 9e marqueur feu dans une salle du Némésis, le vaisseau va exploser et dans les deux cas, le vaisseau explose, donc ça met fin à la partie. Donc, quand tous les joueurs seront soit en hibernation, auront soit quitté le vaisseau avec une nacelle, ou bien qu'ils seront morts, c'est-à-dire que plus aucun joueur ne peut prendre des actions, à ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie et on pourra aller passer à la validation des conditions de victoire. Premièrement, on va valider que le vaisseau est capable de se lancer en hyperespace sans exploser et on va aussi valider sa destination. Premièrement, on va aller révéler les tuiles moteurs qui sont sur le dessus de chaque moteur pour regarder s'ils sont opérationnels ou endommagés. On a besoin d'avoir au moins 2 moteurs opérationnels pour que le vaisseau puisse entrer en hyperespace. C'est le cas présentement, j'ai les moteurs 2 et 3 qui sont opérationnels, donc on est capable d'atteindre l'hyperespace. Si jamais j'ai seulement 1 ou 2 moteurs opérationnels, à ce moment-là, le vaisseau ne peut pas entrer en hyperespace et va simplement exploser avec tout son contenu. Mais là, ici, présentement, on voit qu'on est capable d'entrer en hyperespace. Maintenant, on va regarder la destination de notre vaisseau. On va retourner la carte coordonnée et on va regarder, le marqueur est sur la case B. Et on voit que la case B nous mène à la Terre, donc notre destination est la Terre. Si notre destination n'est pas la Terre, tous les joueurs qui sont en hibernation vont mourir, à l'exception si un joueur a l'objectif d'atteindre Mars avec le vaisseau. Donc ce joueur ne sera pas tué en ce moment-là dans son hibernation. Ensuite, tous les joueurs encore vivants devront vérifier s'ils résistent à l'infection des intrus. Tous les joueurs qui ont accumulé au moins une carte contamination pendant la partie devront effectuer cette étape. Premièrement, on va prendre chacune de nos cartes contamination et on va les glisser à l'intérieur du scanner pour pouvoir lire les mots qui sont dans la section cachée. Si on retrouve le mot infecté parmi les mots, c'est que c'est une carte infectée. Sinon, c'est une carte qu'on n'est pas infecté. Donc, s'il n'y a pas le mot infecté, donc on est correct avec cette carte-là, on n'a pas été contaminé. Et si je regarde ma deuxième carte, je la glisse dans le scanner et on voit que j'ai le mot infecté qui est écrit sur ma carte. Donc, celle-ci est une carte infectée. Si j'ai au moins une carte infectée parmi toutes mes cartes contamination, je devrais procéder à la prochaine étape pour voir si je survis l'infection. Si jamais le joueur à la fin de la partie a une larve sur son plateau, donc ça veut dire qu'il a une larve à l'intérieur de son corps, à ce moment-là, il n'a même pas besoin de regarder s'il y a le mot infecté sur ses cartes contamination. Il est considéré comme ayant une carte infectée avec lui, peu importe ce qui est écrit sur les cartes contamination. Pour faire le test de survie, le joueur va prendre ses cartes contamination, ses cartes action, son deck et sa défausse et il va mélanger tout ça ensemble. Il va ensuite aller piocher 4 cartes de son deck et s'il retourne au moins une carte contamination, il va mourir, il ne survivra pas à l'infection. Malheureusement, j'ai retourné une carte contamination. Que ce soit la carte infectée ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc si dans mes 4 cartes, j'ai une carte contamination, le joueur va devenir un intrus et mourir immédiatement, juste avant la validation des objectifs. Et si on ne retourne pas de carte contaminée, c'était la prochaine, donc si je n'ai aucune carte contaminée dans cette étape-là, ça veut dire que le joueur va survivre. Et maintenant, on peut passer à la validation des objectifs pour savoir s'il gagne la partie.
Il existe donc plusieurs objectifs qui ont chacun un but précis pour que le joueur puisse l'emporter. Quelquefois, certains objectifs vont avoir deux objectifs sur la même carte. On doit en accomplir un des deux pour pouvoir gagner, rendu à cette étape dans les conditions de victoire. On peut avoir un objectif qui demande qu'un joueur précis n'ait pas survécu à l'aventure. Donc ici, le joueur 1 ne doit pas survivre. Je vous rappelle qu'on ne peut pas attaquer directement les autres joueurs avec nos armes à feu puisqu'on a des puces anti-agression. Donc il faut essayer de lui nuire pendant la partie pour essayer peut-être de l'enfermer dans une salle avec un extraterrestre pour qu'il puisse mourir ou le laisser dans une salle en feu ou des choses comme ça pour que ce joueur puisse mourir et qu'on remporte notre objectif. On a aussi l'objectif d'être le seul survivant qui se retrouve souvent sur les cartes comme deuxième objectif, c'est évidemment d'être le seul joueur en vie à la fin de la partie pour gagner. Pour la nécroscopie, par exemple, on a ici d'envoyer le signal. Pour envoyer le signal, c'est un objectif qu'on retrouve souvent sur les cartes. C'est qu'on doit trouver la salle du relais de transmission et on doit utiliser l'effet de cette salle pour envoyer le signal à la personne avec qui on travaille. Lorsqu'on a envoyé le signal, on va placer un marqueur sur la case signal de notre plateau personnel. Lorsqu'on envoie le signal, c'est seulement pour notre personnage qu'il est validé. Donc, si d'autres joueurs ont à envoyer le signal, ils devront y aller par eux-mêmes pour le faire. On peut aussi nous demander d'avoir trouvé certains points faibles dans la partie sur les objectifs. Ici, on nous demande d'avoir trouvé le point faible qui est relié à la carcasse d'intrus, c'est-à-dire qu'il faut tuer un intrus, il faut transporter sa carcasse jusqu'au laboratoire, et au laboratoire, en faisant l'action de la salle, on va découvrir une carte point faible qui va nous donner un avantage contre les intrus, et ça va remplir ma condition pour mon objectif. Ici, on nous demande d'envoyer le signal et de finir la partie dans une nacelle ou en hibernation avec un œuf d'intrus avec nous. Ici, quarantaine, le vaisseau doit atteindre Mars, donc on doit avoir la destination sur Mars, où le vaisseau doit atteindre la Terre et le nid doit être détruit. Pour détruire le nid, il faut tuer tous les œufs qui se retrouvent sur celui-ci. Ici, on nous demande d'envoyer le signal et que toutes les salles du vaisseau sont explorées. Ici, envoyez le signal et vous devez finir la partie dans une nacelle ou en hibernation avec le cadavre bleu avec vous. Pour ramener ce qui compte, vous devez être le seul survivant ou bien le vaisseau doit atteindre la Terre. Envoyez le signal et le vaisseau doit être détruit ou envoyez le signal et la reine doit être tuée. Et il y a d'autres variations de ces objectifs avec les autres cartes disponibles dans le paquet de cartes objectifs. Donc les joueurs qui ont survécu et qui sont rendus à cette étape de validation de la victoire et qui ont réussi à accomplir leur carte objectif seront déclarés vainqueurs. Il se pourrait donc qu'on soit plusieurs joueurs à avoir réussi à gagner la partie alors que plusieurs joueurs peuvent aussi avoir perdu. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Nemesis. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Nemesis, même si c'est un jeu de 2018, donc un vieux jeu, c'est un jeu qu'on entend encore parler aujourd'hui. Je pense que c'est encore un des jeux dans ce qu'il offre comme expérience de jeu, il est dans les meilleurs selon moi. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai souvent parlé et ça fait longtemps que je voulais le présenter en vidéo. Et dernièrement, j'ai pu y jouer pour mon anniversaire, justement, une partie à 5 joueurs. Fait que ça m'a donné le goût, la motivation de pouvoir travailler sur la vidéo puis pour vous présenter ce magnifique jeu. Premièrement, on va regarder le matériel du jeu. C'est vraiment très bien. C'est vraiment une immense boîte qui est très bien remplie. On a des beaux inserts à l'intérieur de la boîte. Ça nous permet de bien ranger le matériel. Par contre, il ne faut pas mettre notre boîte à la verticale parce que là, ça va un peu foutre le camp dans les petits compartiments avec les jetons. Fait que si elle est rangée à l'horizontale, ça va être parfait comme insert et ça va accélérer un petit peu la mise en place quand on va justement installer notre jeu. Le matériel, encore une fois, les cartes, les jetons, tout ça, c'est quand même de la bonne qualité. Les figurines qui sont vraiment débiles, les grosses figurines d'Alien. On a même les adultes qui ont comme 4 sculptes différents pour les 8 figurines d'adultes au lieu que ça soit 8 fois le même. Fait que c'est vraiment beau. Ils sont intimidants, ils sont impressionnants, les intrus. Quand on voit de petites figurines dans une salle avec un intrus, mais on sent un petit peu qu'on a peur, puis on sent que ça va être un peu dangereux. Donc, vraiment bien pour la présentation du jeu. Le plateau est recto verso, donc l'autre côté c'est une autre disposition de vaisseau. Fait que si on est tanné du côté standard, on peut jouer avec l'autre vaisseau qui est de l'autre côté. Ça fait un peu différent. Donc ça offre une certaine variété. Il y a quand même beaucoup de cartes objectifs. Puis le fait qu'on a toujours le choix entre deux dans une partie, ben on a quand même des bonnes décisions à prendre sur ce qu'on veut comme condition de victoire pour cette partie-là.
Sinon, on a fait un aide de jeu qui est recto verso pour les effets des salles. On a 2 aides de jeu comme ça. Donc, c'est toutes les salles qui sont expliquées en détail. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on peut se les prêter pendant la partie. Puis de, OK, telle salle, ça fait quoi? Ben tiens, je te passe l'aide de jeu, tu regardes là-dessus. OK, cette salle-là sert à ça, etc. Parce que ces genres de jeux, comme c'est semi-coopératif, c'est pas évident de demander des questions à voix haute sur certaines salles. Ça peut un peu divulgacher notre objectif. Si je demande en plein milieu de la partie, ouais, comment qu'on fait déjà pour envoyer le signal? Ben, à ce moment-là, ben, consulte les salles puis regarde là-dessus à la place de poser ta question qui pourrait dévoiler ton objectif. Fait que ça, c'est un bon aide de jeu. J'aime aussi le deuxième aide de jeu qui est le recto, mais en fait le verso du livret d'instruction. C'est vraiment un résumé des différentes phases de jeu puis comment ça fonctionne. Il est vraiment bien fait. C'est cette page-là que j'ai toujours devant moi pendant la partie, puis je peux répondre à la majorité des questions ou guider les différentes phases comme la phase événement, les attaques, les rencontres et tout ça à l'aide de cette aide de jeu-là. Fait que ça, c'est très bien. J'aurais aimé qu'il y ait quelques petits détails de plus dessus, mais ça, c'est mineur. Fait qu'en général, je l'utilise quand même beaucoup dans une partie. Sinon, ce que j'ai trouvé particulier dans Nemesis, en fait, en lisant le livre de règles, vous allez voir qu'au début du livre de règles, il y a une prémisse de l'auteur qui fait quand même presque une page de texte et qui est super intéressante parce que justement, il est parti de l'idée que quand il a conçu le jeu de Nemesis, il voulait faire vivre aux joueurs une expérience d'un film de science-fiction d'horreur. Donc évidemment, c'est un gros hommage à ce style de film-là. On peut penser à des films comme Alien, comme Predator ou des trucs comme ça. Alien en particulier, évidemment, avec la thématique du vaisseau spatial puis les aliens qui sont dessus. Et c'est ça qu'on veut faire vivre aux joueurs, c'est cette expérience-là sur laquelle on mise et ça paraît qu'il est parti de ça pour construire son jeu. C'est un jeu qui est thématique avant tout, c'est un jeu qui est immersif, c'est vraiment un Ameritrash. C'est un Ameritrash par le thème, tout le côté hasard, les dés aussi, mais pour le côté immersion thématique. Donc on va vivre une aventure, on va avoir des souvenirs de ce qui s'est passé dans nos parties, même si ça fait plusieurs années qu'on les a vécues. On va avoir une histoire qui s'est déroulée, on va incarner notre personnage, on va se lancer là-dedans et ça va nous laisser vraiment des belles expériences de jeu et c'est ça que l'auteur voulait faire. Je pense qu'il a très bien réussi son mandat, puis c'est le fun qu'il ait énuméré ça dans sa petite préface aussi. Donc je trouvais ça sympathique de voir qu'il est vraiment parti de ça. Un autre exemple, c'est qu'il y a plein de règles, des fois tu fais comme ok, ça n'a pas de sens cette règle-là, ça vient d'où? Mais c'est des règles que j'appelle des règles thématiques. Donc on a pris un élément thématique d'un film de science-fiction d'horreur et on a construit une règle pour le jeu à partir de ce thème-là. Par exemple, si toutes les 8 figurines d'adultes sont sur le plateau et si on doit en racheter une 9e, on peut pas parce qu'il n'y en a pas 9. Si on doit en racheter une 9e, ben, toutes les aliens vont retraiter du plateau, vont aller se cacher dans les conduits. Donc on va retirer les 8 figurines d'adultes à ce moment-là si on était pour en mettre une 9e. Puis là tu fais comme ok, ça n'a pas de sens cette règle-là, c'est n'importe quoi. Mais évidemment, c'est basé sur une scène de film Alien où justement toutes les sont comme envahis, puis là, à un moment donné, toutes les aliens s'en vont se cacher, puis sont comme comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ben, cette petite règle-là vient de cette scène-là. Fait qu'ils ont vraiment fouillé pour essayer de faire un hommage à ce genre de film-là, puis nous faire vivre cette expérience-là en tant que joueur. Je vous ai montré le mode semi-coopératif, qui est le mode de base du jeu, qui est le mode recommandé pour le jeu, pour toute l'ambiance puis l'immersion. Et on a aussi un mode solo, fait que vous pouvez jouer solo. Les objectifs, vous avez les objectifs solo et coopératifs qui sont un autre paquet de cartes. Fait que quand vous jouez une partie solo, ben vous prenez une carte objectif solo et si vous réussissez cet objectif-là et vous survivez, vous allez gagner la partie. Fait que c'est facilement jouable en solo. Et en coopération, c'est la même chose. Vous allez chacun prendre un objectif coopératif et pour gagner, il faut que collectivement, les objectifs de tous les joueurs soient accomplis et qu'au moins un joueur survive pour pouvoir remporter la partie. Fait que c'est un jeu qui peut quand même s'adapter selon la clientèle à laquelle tu veux jouer. Si tu as des joueurs qui ne trippent pas sur le côté semi-coopératif, le côté trade, ben tu peux jouer une partie en mode coopératif et tu vas quand même avoir un certain challenge. Mais tu n'auras pas tout le côté de doute, le côté de trahison, le côté traître un peu, le côté qu'on se met des bâtons dans les roues. Tu ne l'auras pas évidemment avec ces autres modes de jeu-là. Personnellement, je pense que pour apprécier Nemesis à son maximum, il faut le jouer dans le mode semi-coopératif parce qu'il a été construit pour ça et c'est vraiment une expérience qui est totalement différente des deux autres modes de jeu. Donc, j'ai adoré comment ils font le semi-coopératif parce que souvent, c'est une mécanique dans les jeux qui va avoir beaucoup de défauts. Quand on y joue, on va faire certaines affaires des fois qui n'ont pas trop de sens ou qui sont un peu brisées, des trucs comme ça. Mais dans celui-là, au lieu d'être une mécanique de traite où on doit survivre puis il y a un traître qui essaie de nous tuer,
C'est pas ça. C'est un système d'objectifs. C'est un jeu avec un objectif caché, un objectif personnel. Ça se peut que ton objectif, ce soit de nuire à un autre joueur. Si je veux que tel autre joueur meure, ben, évidemment, je vais essayer d'y nuire dans la partie. Si mon objectif, c'est de détruire le vaisseau, ben, ça se peut que je nuise aux autres en détruisant des salles ou en sabotant un petit peu. Si mon objectif, c'est d'atteindre la Terre, ben là, il va falloir peut-être que j'aide un peu plus les autres pour être sûr qu'on va à une bonne destination, qu'on a les moteurs qui sont réparés. Si mon objectif, c'est de détruire le nid, ben, il y a des bonnes chances que je réussisse pas à faire ça tout seul, fait que je vais avoir besoin peut-être de l'aide des autres. Fait que si je les aide à vaincre un intrus, ou si leur donne des objets, peut-être qu'ils vont vouloir m'aider dans mon objectif à moi. Fait que c'est à toi de voir comment ça va fonctionner, mais ce système-là, il est vraiment très bien fait. Et ils ont été brillants de dire que c'est pas juste réussir ton objectif pour gagner la game, il faut que tu survives. Parce que des fois, il y a des objectifs qui seraient vraiment faciles à réussir. Tu pars l'autodestruction, tu fais sauter le vaisseau, ben mon objectif c'était de faire sauter le vaisseau, j'ai gagné. Ah ah ah. Mais si toi tu survis pas, si toi t'exploses en même temps que le vaisseau, t'as pas gagné, t'as perdu. Fait qu'il faut que tu réussisses ton objectif et il faut que tu survives. Et dans ce jeu-là, survivre, c'est pas facile. Et ça, c'est un concept qui peut être difficile pour la première fois qu'on va jouer parce que dans ce type de jeu-là, c'est un jeu un peu de dungeon crawl. Là, on se promène dans des pièces, il y a des monstres qui apparaissent, on peut les tuer, on fouille, on trouve des objets, et ainsi de suite, on essaie de faire notre objectif. Souvent, dans ce genre de jeu-là, on arrive contre des monstres, puis souvent, notre réflexe, ben, c'est évidemment de les combattre, puis de les vaincre, puis de passer à autre chose. Mais dans ce jeu-là, c'est avant tout un jeu de survie. Les combats sont très difficiles, les ennemis sont très brutals. Tu peux mourir vraiment vite dans ce jeu-là si tu fais pas attention ou si t'es vraiment pas chanceux. Mais un combat contre un adulte ou un hybride ou contre la reine, tout seul, t'es mieux de te sauver. Ça va être extrêmement difficile de tuer un hybride ou la reine seule, voire même impossible. Un adulte seul, il faut vraiment que tu sois bien équipé, que tu aies des bonnes armes ou que tu sois vraiment chanceux dans tes jets de combat. Mais encore là, c'est pas facile de tuer un adulte quand tu es seul. Fait que quand tu es seul et que tu rencontres un gros intrus, tu es presque mieux de te sauver puis de laisser faire puis de pas essayer de le tuer. Alors que les plus petits aliens sont plus faciles à tuer, c'est peut-être quelque chose qui est plus tentable seul. Mais ça, c'est un réflexe qu'on a comme joueur dans Dungeon Crawl de faire du hack and slash. Faut s'enlever ce réflexe-là dans Nemesis parce que les ennemis sont extrêmement forts, sont extrêmement brutals et ils peuvent nous tuer très rapidement. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu évidemment qui a extrêmement beaucoup de règles, mais beaucoup de règles pointues, de petites règles spécifiques dans telle situation, ou de façon générale ça fonctionne comme ça, sauf quand il y a telle affaire. Puis là, telle règle, ça fonctionne de même, mais sauf dans telle situation. Il y a beaucoup d'exceptions dans les règles, il y a beaucoup de petites situations différentes, de petites règles qui s'ajoutent. C'est facile d'oublier des règles quand on joue à Nemesis, donc c'est pas un jeu qui est facile à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis c'est un jeu qu'il faut s'assurer quand on l'explique que tout le monde comprend bien toutes les sortes d'objectifs parce qu'une fois la partie commencée, tu peux pas trop poser de questions sur les objectifs, ça pourrait les dévoiler puis gâcher un petit peu ta partie. Fait que ce côté-là, d'expliquer le jeu et de connaître les règles, c'est pas évident. Le livre de règles, quand tu le lis de la première à la dernière page, le jeu est bien expliqué. Par contre, la structure du livre de règles est encore un peu boiteuse et bizarre, dans le sens que les conditions de victoire sont à la page 5, puis l'attaque d'un joueur est à page 8, mais l'attaque des intrus est à page 15, puis tu te promènes vraiment dans le livre d'instruction. Fait que quand tu cherches une règle, c'est pas évident. C'est l'est pas au verso dans le petit résumé, là. Tu peux chercher longtemps dans le livre pour trouver elle est où la règle que tu cherches puis le point que tu veux savoir. Fait que c'est pas évident. La structure du livre, elle est pas évidente pour rechercher des informations dedans. L'aide de jeu, je le trouve très cool. Il manquerait 2 affaires pour le rendre vraiment merveilleux que tu n'as à peu près plus besoin de regarder dans le livre. Le premier, c'était de mettre l'effet de chaque jeton. Puis justement, il y a une belle place à côté des icônes de jetons, justement, d'intrus. Donc, de mettre l'effet quand tu les pioches à la fin de la phase d'événement, qu'est-ce qu'ils font? Fait que c'est justement des petites affaires qu'il faut que j'aille regarder dans le livre. Fait qu'il aurait pu les mettre dans l'aide de jeu en plus. Il y avait une place. Puis l'autre, c'est les icônes pour les jetons d'exploration. On aurait pu faire aussi un petit bout dans l'aide de jeu pour les expliquer. Il y en a 5-6 effets différents à savoir. Fait que c'est beaucoup de choses à savoir, tout ça. Donc, c'est des trucs qu'on aurait dû penser à ajouter sur l'aide de jeu. Pour revenir sur les règles aussi, il y a beaucoup de règles qui sont différentes d'une situation à l'autre. Par exemple, les attaques des humains ne fonctionnent pas de la même façon que les attaques des intrus. Fait que c'est 2 systèmes d'attaque complètement différents. Donc encore une fois, si on s'était attaqué de la même façon, ça avait été géré que le dé les deux fois, ça aurait été plus simple.
Là, le côté combat est quand même cool, il est très immersif, mais ça fait plus de règles à apprendre, encore une fois. Ça prend vraiment un joueur qui connaît beaucoup les règles du jeu pour que la partie ait un bon flow, puis que ça puisse être intéressant. Sinon, l'autre gros point négatif, c'est pas un jeu qui est donné en magasin. En fait, c'est un jeu extrêmement dispendieux. Pour nous, au Canada, le jeu en anglais est à 150$, mais le jeu en français est 250$. Il y a une énorme différence entre les deux. Je comprends que c'est un gros jeu Kickstarter, une grosse édition. Le printing en français n'a pas dû être super gros. Ils n'ont pas dû produire tant d'unités que ça parce que justement, c'est un gros jeu. C'est pas un jeu qui est très accessible à tout le monde. Fait qu'ils n'en ont pas produit tant de copies. Donc, le prix unitaire est assez haut. C'est un gros investissement, 250$ pour un jeu de société aujourd'hui. Donc, ça peut en faire une barrière pour certains joueurs. Pour le nombre de joueurs dans une partie, étrangement, j'ai à peu près tout le temps joué à 5 joueurs, qui est le maximum de joueurs. Puis c'est le genre de jeu qui est parfait au maximum de joueurs parce que plus on est, plus c'est intéressant. Parce qu'on a un avantage à se déplacer avec d'autres joueurs pour faire moins de bruit. Mais là, en même temps, tu as le côté suspicion. C'est comme, pourquoi lui, il me suit? Est-ce qu'il veut essayer de m'enfermer avec dans le nid pour que je brûle là puis que je meure? Fait que là, le côté suspicion est plus grand. Alors que si on joue à 2-3 puis que chacun va chacun de son bord, ben tout ce côté-là embarque pas. Autant le côté coopération qu'on peut s'entraider entre nous autres que le côté de paranoïa avec du monde qui nous suivent. Fait que pour moi, je trouve que l'expérience est beaucoup plus fun si tu joues à 4 ou 5 joueurs. Donc c'est un jeu qui perd un petit peu à 2 ou 3 joueurs. Alors, je pense que j'ai essayé une fois à moins de 5. Là. Mais bref, pour moi, c'est vraiment une expérience merveilleuse pour 5 joueurs. C'est sûr que c'est une partie qui va durer 3, peut-être même 4 heures. Mais le temps passe tellement vite qu'on y joue qu'on s'en fout du temps de jeu. Parce que c'est un jeu qui est tellement immersif. Somme toute, Nemesis, je vais lui donner une note de A. Pour moi, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu que j'en parle depuis des années, depuis sa sortie, depuis que j'ai eu la chance, l'opportunité de le découvrir. À chaque fois que je le ressors, c'est pas nécessairement un jeu qui sort beaucoup par année, mais si je réussis à y jouer 1 ou 2 fois par année, c'est tout le temps des expériences qui sont mémorables, qui sont épiques, qui sont super le fun. C'est des expériences que j'essaie de faire au maximum de joueurs parce que je trouve que le thème puis le rendu du jeu est beaucoup mieux à plusieurs. C'est un jeu que, avant tout, faut que tu y ailles pour l'aventure immersive qu'il va t'offrir et non pour le côté dungeon crawl puis le gameplay. C'est pour ça que pour moi, le côté suspicion, le côté semi-coopératif est important parce qu'il fait partie de l'immersion puis de l'expérience de jeu et c'est ça qu'on mise dans une partie de Nemesis. Fait qu'on joue avant tout pour l'expérience qu'on va avoir puis l'aventure qu'on va vivre ensemble dans cette soirée-là plus que pour le système de règles qui pour un dungeon crawl est correct mais c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Ça peut être un jeu qui peut faire une barrière par son prix, mais aussi par l'intimidation de tout son système de règles. Donc, il y a beaucoup de petites choses à apprendre pour pouvoir y jouer. Mais si on réussit à passer au travers de ça, je pense qu'on va vivre vraiment un beau moment avec Nemesis. C'est un jeu définitivement que je veux ressortir plus souvent. Si je pouvais y jouer peut-être 3-4 fois par année au lieu de 1 ou 2 fois, je serais vraiment content. Donc, c'est toujours un jeu que j'ai du plaisir à sortir. Puis même la partie qu'on a jouée dernièrement à mon anniversaire, on a vraiment eu du fun. Le vaisseau a explosé, tout le monde est mort, personne n'a gagné, mais on a tellement eu de fun, puis on a tellement de plaisir, puis on a ri quand même autour de la table dans cette partie-là, même si tout le monde a perdu. Donc c'est toujours des expériences mémorables. Donc si vous cherchez ce genre de jeu-là, ben Nemesis, essayez ça au moins avant peut-être de l'acheter. Essayez-le ou trouvez quelqu'un qui pourrait vous le prêter ou vous inviter dans une partie. Mais c'est un jeu qui vaut la peine d'essayer pour vivre l'expérience Nemesis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de janvier 2023 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Challengers. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu semi-coopératif favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme en bas de l'écran. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.